just an angle only. Donc vous avez peut-être 50 minutes, plus 10 minutes pour je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, je ne crois pas qu'on aura besoin de 50 minutes, je crois que j'ai prévu un petit peu moins. En tous les cas, je vous remercie pour votre présence. Mon objectif au début, c'est vraiment d'expliquer ce domaine assez particulier qu'on s'est un petit peu ces dernières années spécialisé dedans dans notre laboratoire, qui est les équations intégro-différentielles de Volterra. Je ne vais pas parler plus de l'intégro-différentiel dans le côté mathématique, mais par contre, je vais essayer plus ou moins de raconter toute l'histoire de cette équation autour des travaux qui ont été développés dans notre laboratoire. Cette vision m'a été proposée par mon ancien doctorant, docteur Moadria, qui m'a dit bon, on commence tout d'abord par faire quelque chose qui parle à notre laboratoire. C'est une des équipes qui travaille sur les équations différentielles. Nous avons plusieurs axes, mais c'est peut-être le plus représentant vu qu'on est très puissant dedans et qu'on arrive à développer des résultats très importants et rapides. Et c'est le domaine convoité par tous nos doctorants. En fait, qui détermine un concours de doctorat, n'est-ce pas, par un niveau différentiel, puis on passe à autre chose. D'accord. Donc, tout d'abord, je vais faire une partie dans laquelle je vais parler de la motivation de base. Ce sera un petit peu de l'historique, mais c'est l'historique de ma tête, l'histoire de cette équation avec moi, et à travers mes étudiants et à travers mon travail dans ce laboratoire. Ok. Je commence tout d'abord toujours moi par donner les références. J'adore mettre les références au début. Ça, c'est une habitude qui a été apprise mon directeur de thèse. J'adore dire sur quoi je parle et de qui je parle avant de le citer à la fin. Et puis je vais faire une motivation. Cette motivation, ce sera sur pourquoi et comment s'est née cette équation. Puis je vais raconter l'historique qui sera l'étude sur les espaces des fonctions continues. J'ai dit fonctions continues, ça peut dire c'est 1 et tout ça. Et voir où ça commence et comment arriver à développer tout ça. Puis je vais faire toute la théorie peut-être, qui sera le rebondissement comme a été exprimé ce matin par mon ancien doctorant aussi, qui est docteur Segni, le président du comité d'organisation, dans laquelle il a expliqué que ce MIMAM 22 sera un nouveau départ dans les mathématiques, en espérant la communauté mathématique à Guelma surtout. Et donc, l'intérêt, c'est d'orienter la théorie vers autre chose, mais tout le temps avec un souci de perfectionnement, d'être plus proche du vrai problème qui est à l'essence de cette forme d'équation. Donc, les références, c'est ces 3 premières références dans lesquelles j'ai regardé et j'ai appris à traiter les équations intégrales et intégro-différentielles. Les 2 premiers sont les livres de Linz. Le premier à avoir pensé dans tout ça et essayé de voir ma vision, c'était affaiblir les conditions d'existence et d'unicité. C'est exactement pas plus. Je vais un petit peu tourner comme ça pour voir j'ai le goût de la table. Donc, Tocqueville Sato en 1953, c'était l'un des premiers à donner quelque chose pour parler des équations intégrales non linéaires de Volterra, donc Composition Mathematica, qui est une revue française. Et ça date de 1953, on publie encore en français des bons travaux, il faut le savoir. Et donc, c'est un livre. La description de Riyad dans ce livre, le livre suffit. Linz pour faire un professorat. Écoute, Linz, Bender, professeur. Et le troisième, c'est en fait le travail de Jawahdo qui est un petit peu ce qu'on peut approcher, ce que je vais essayer d'exprimer ici. C'est-à-dire, c'est le premier qui a essayé à penser ces genres d'équations dans l'LP. Jawahdo et Karmi, donc c'est Jawahdo qui a fait le travail. Karmi, c'était l'encadreur et c'est inversé, c'est pas comme chez nous en Algérie.
Et donc, ce type a pensé à l'existence de l'approximation NLP des fonctions qui c'était la solution des équations linéaires de Volterra. Il s'est intéressé à la forme Hammerstein, qui est un petit peu moins intéressante que ça, ce que je vais exprimer ici. Il travaillait en LP, mais ses tests numériques étaient parfaitement en L2. C'était un bon début, puisque c'est le premier, mais il n'était pas suivi. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'était difficile. Déjà, c'est difficile. Ça m'a pris du temps pour comprendre comment gérer ce genre d'espace, ce genre d'équation. Vas-y. Maintenant, on va passer à la motivation réelle. C'est ce problème mécanique qu'on appelle Earthcake. Là, c'est un croquis que j'ai fait avec Paint. C'est le premier croquis que j'ai utilisé pour exprimer le problème de Earthcake. Vous allez voir qu'il y a une force qui tire une masse qui est suspendue sous forme de rang, avec la forme noire, et elle est suspendue. Donc, dire suspendue, c'est pour dire qu'elle n'a pas de résistance, elle n'a pas de contact avec le sol, donc il n'y a pas de force résistance. Et puis, on a un ressort qui va prendre une tension. Cette tension va charger en fonction du temps. Donc, si le temps avance, F va se transformer en T, la force. Et puis, ce T arrivera à un certain moment pour dépasser la résistance. Une fois qu'elle dépasse la résistance, on a un mouvement de la grande masse qui est en forme de rectangle. Une fois le mouvement acquis, on a directement une baisse de tension, ce qui fait que ce modèle représente, c'est le truc le plus proche pour expliquer le phénomène sismique et le mouvement tectonique de plaques. Le truc le plus simple pour voir ça, pour voir le phénomène sismique, c'est le modèle Earthcake. Et vous trouverez que dans l'Institut international des études sismiques, cet exemple est mis directement dans l'entrée du site pour dire qu'est-ce qu'on traite. On est en train d'étudier ça. Et ça, c'était le début de mes études. En fait, j'ai cherché à comprendre ce modèle. Je me suis intéressé à travers un documentaire. Ça s'appelle peut-être Univers, je ne sais plus. Et donc, je me suis intéressé, avant même de commencer mon travail ici à Guelmas, c'était en 2011, et je n'arrivais pas à comprendre. Pourquoi c'est un problème d'étudier ça? Parce qu'il paraît au premier regard qu'il est déterministe. Et si on parle du séisme, on comprend qu'il n'est pas déterministe. On ne peut pas prédire un séisme. Donc, ce que j'ai compris à travers le problème, c'est que le séisme, il est difficilement déterministe. Il n'est pas complètement non déterministe. D'accord? Et donc, j'ai modélisé le problème. J'ai modélisé cette forme-là. Donc, j'ai violé complètement les lois de Newton en introduisant la fonction des Versailles, en faisant appel à une fonction delta très très méchante. Et c'était ça. On obtient un système dynamique. À la base, je suis formé chez quelqu'un qui fait des équations intégrales, qui est l'un des fondateurs qui a travaillé dessus pendant longtemps. Sa directrice de thèse, c'est la plus ancienne sur les équations intégrales. Donc, je citais Mario Aves, Alain Larchier, même Laurence Gramont. Ces gens-là, on n'aime pas traiter des équations différentielles, puisqu'il y a des problèmes d'instabilité. On commence par ici. Donc, c'est un système dynamique. La première des choses qu'on doit faire, on doit le transformer en une équation intégrale. On doit supprimer tout, et il doit devenir une équation intégrale, puis le traiter. On le traite sous sa forme intégrale, et on verra que lorsqu'on traite sous sa forme intégrale, eh ben, les résultats seront meilleurs, et on va exiger moins d'hypothèses pour obtenir l'existence initiale. Donc, via des tours de passe-passe et de calcul, en faisant appel à des changements de variables, en créant ce qu'on j'ai appelé la fonction sismique, qui est un nouveau paramètre à partir duquel on peut définir x et y, mais qui donnera à la fin l'explication physique. Si ρ fois L, c'est-à-dire la tension dépasse la résistance, on a un mouvement. Si on a un mouvement, ça veut dire dans notre modèle qu'on a un séisme. C'est ça l'enjeu. Si ρ L moins R est négatif, on n'a pas de mouvement, il n'y a pas de séisme. C'est pour ça qu'on a appelé ça la fonction sismique. Cette fonction est représentée par cette équation intégrale différentielle de Volterra. Et c'est la première fois que j'ai contact à cette équation.
Donc je l'ai formulé de cette façon, et je n'arrivais pas à la cerner, on n'arrivait pas à la comprendre. Il fallait du temps pour qu'elle mûrisse, qu'on comprenne comment la traiter. Et là, il y a des travaux, puisque nous, les mathématiciens, on sait comment simplifier les choses, comment rajouter des hypothèses, comment enlever des hypothèses, comment continuer quand même à publier, pourvu que c'est de l'originalité dedans. Et donc, on a commencé les travaux que je vais citer. Le premier résultat, c'était de ramasser tout et d'écrire sur cette forme. Donc, la première forme d'équation intégrodifférentielle de Voldera qu'on a traitée. Donc, c'est un article publié en 2014 par moi-même et le professeur Aïssaoui et 2 étudiants de master. Donc, de Paris et là sont 2 étudiants de master. Et on était peut-être les premiers à faire du U' à l'intérieur du signe intégral d'une forme non linéaire. Donc, il y a une dépendance de la vitesse avec un effet de mémoire, vu que j'ai un tel dedans, et d'une manière non linéaire. Donc, on trouve des débuts d'études par Bernstein de cette forme d'équation différentielle, mais ce genre d'équation à la base était pour traiter des dérivés à l'extérieur. Donc, on peut facilement passer une équation intégrale. Vous direz, bon, attendez, il suffit de faire un changement de variable pour qu'on reprenne la forme intégrale. Oui, on peut le faire, et c'est ce qu'on a fait. Donc, sous les hypothèses H1, donc ce que j'en retiens, 1, 2, 3, 4. Et 4 est très méchant, puisqu'elle exprime que K doit être contractante par rapport à la deuxième variable. Et c'est très puissant. OK. Donc, l'idée était très compliquée, comment on va traiter. Et lorsqu'on fait du numérique, on rajoute une autre hypothèse, on suppose que A est aussi strictement inférieur à 1. Et là, on est tombé dans un problème mathématique, c'est qu'il n'y a plus de compatibilité entre l'étude analytique et l'étude numérique, puisque la méthode numérique traite des équations plus restreintes que les équations traitées analytiquement. Donc on a une mauvaise méthode pour traiter cette équation, puisque numériquement, on exige que A est strictement inférieur à 1. Et la question est restée dans la tête. Et là, il y a un article qui a été publié, donc je dis condition 5 enlevée, elle n'apparaît pas, la condition 5 c'est A strictement inférieur à 1. Donc le travail de Segni pendant sa thèse, publié en 2019, donc il y a un gros problème entre apparition de l'article et l'acceptation de l'article. Il faut trouver une solution pour ça, pour permettre au moins aux étudiants de se faire. Donc la condition 5 est enlevée. Vous dites, oui, enlever une condition pour faire un article, oui, on le sait, pour les numériciens, ce n'est pas évident d'enlever cette condition, puisqu'on suppose maintenant que A est libre, il peut être ce qu'il veut. Il n'a plus la condition de contraction sur la première variable A, ce qui permettait de faire une méthode numérique compatible complètement à l'étude analytique. Donc là, on a commencer à mettre les bons points dans ce qu'on appelait le noyau régulier. Puis on a travaillé aussi dans les noyaux faiblement singuliers sur la thèse de mon ancien doctorant, le docteur Moradria, qui est aujourd'hui à l'UCA, sur ce genre d'équation. Et on a remplacé l'hypothèse donc 5 par P' de 0 qui est égal à plus l'infini, mais P' appartient quelque part à un espace qui la contrôle. C'est pour ça qu'on ne dit pas qu'elle est complètement singulière, mais elle est faiblement singulière, puisque par intégration, je peux la contrôler et elle reste lisse, avec un bon comportement disant. Après, on a commencé à s'intéresser à d'autres formes et faire des thèses de doctorat. On ne fait que ça, par exemple, fabriquer des docteurs. Donc c'était Boumeya et Douadi. Donc vous trouverez quelque part des gens que vous connaissez. Ces gens ont travaillé sur la mixité en équation Volterra-Fredol avec des buts purement mathématiques. On trouve énormément de problèmes qui vont faire ça, mais sans le prix, ils ont anticipé les choses. Donc l'un a fait des noyaux réguliers et l'autre a fait des noyaux faiblement singuliers.
récemment, on a ce que j'appelle la mixité combinée. Avec le docteur Belhirish, on a fait ça. On a fait une mixité Fredon-Volterra, mais où le Volterra est combiné au Fredon. Et ce qu'on n'attendait pas, ou ce qui nous a un petit peu choqué au départ, c'est que le Fredon domine. Malgré qu'il est derrière le Volterra, il domine, on doit traiter l'équation en quelque sorte, même numériquement et analytiquement, en quelque sorte, quel est le Fredon. Et on sait que si on traite une équation de Fredon, il y a beaucoup de restrictions. Donc là, je cite uniquement les travaux qui parlent du Volterra intégro-différentiel et sénien. Sinon, on a d'autres travaux, mais ce n'est pas important pour notre expo. Puis on n'a pas oublié, on est revenu au problème sismique et on est arrivé à publier le modèle sismique qui doit être publié. Et on a étudié l'équation qu'on a citée au départ, et on obtient, peut-être là ça n'apparaît pas bien, même si ça n'apparaît pas bien, il y a une forme de séisme qui est tracée, et comme disait le professeur Aïssaoui, un séisme coule. En fait, il est redondant. Certes, ce résultat et ce graphe montre que notre intuition de départ était bonne. Pourquoi? Puisqu'on a obtenu une existence unicité de la solution. Lorsqu'on a approché la solution, on a obtenu l'allure du séisme qu'on connaît. Donc on va dire qu'on valide le modèle à travers le résultat numérique. Mais la question reste suspendue en fait. Une fonction sismique ne peut pas être continue quand même. Elle doit être très mauvaise. C'est ça la question qui tournait tout le temps dans ma tête. Entre-temps, on a travaillé aussi sur des systèmes, avec cette doctorante par exemple, Camouche, qui a travaillé pendant son mémoire de master, sur des systèmes, des fonctions de Volterra. On a travaillé sur des formes fractionnelles avec le doctorant Gumma, aussi de l'université d'India. Et on a fait un petit peu le tour d'horizon sur ce genre d'équation. Et là, j'essaie, à travers ce travail, de relancer le défi vers une autre direction. Mon étude, ce sera un cas non différentiel, mais qui sera défini sur L1. Donc, je me donne une fonction K qui définit de AB carré vers R, donc elle contient 3 variables, que je vais nommer ds et x. Je suppose dans l'hypothèse 3, 2, que ce cas-là, elle est lipschitzienne par rapport à la troisième variable. Et je suppose qu'en fixant la dernière variable par 0, elle devient L1 par rapport aux deux premières variables. C'est tout. C'est le maximum de régularité que je vais exiger dans mon équation. Et je peux confirmer que ce résultat peut être local. Donc la lipschitzienne peut être locale. C'est-à-dire que quel que soit x, y, il existe. Donc ces hypothèses sont vraiment physiques. Pour assurer que l'équation qui va naître à partir de ce noyau K admettra une solution unique, mais cette fois dans L1. Donc moi j'ai choisi 0, vous allez peut-être poser la question, pourquoi 0? En fait il y a équivalence. S'il existe une constante A, elle peut être n'importe quelle variable, pourvu qu'on fixe la troisième variable. Donc, le premier lien, qu'est-ce que je dis? Je dis pour x appartenant à 1, notant par yt, qui est l'intégrale de a, d, k, ds, x, s, ds. Et ce cas vérifie les hypothèses citées H3. Alors, le y devient dans L1. C'était ça l'enjeu. En fait, c'est quoi les hypothèses qu'on va exiger sur k pour que cette fonctionnelle, disons, une fonction de fonction, peut-être le mot est vieux, cette fonctionnelle part de L1 vers L1. C'est ça la question. Et donc, vu qu'on arrive à obtenir ça avec les hypothèses H3,
On peut construire l'équation qu'on cherche à définir, à résoudre. Pour tout f appartenant L1 à B, trouvez U dans L1 à B tel que U de t égale l'intégrale A de t kts U de s ds plus f de t pour tout t dans AB. Et cette écriture, si vous voulez, vous prenez ça en presque partout et dites que l'équation à la base est définie sur L1, puisque je cherche une solution dans L1. Et mon objectif, c'est de démontrer que les hypothèses H3 sont largement suffisantes pour construire une méthode numérique pour démontrer l'existence et l'unicité de la solution. Donc quelque chose de très très faible comme hypothèse. Donc pour faire l'étude analytique, on a besoin de définir la suite de Picard. Tous les gens qui travaillent dans du Volterra, ou ceux qui cachent qu'ils sont en train de travailler dans le Volterra en disant qu'ils travaillent sur du fractionnaire, parce que l'équation différentielle fractionnaire, la première des choses qu'on fasse, c'est on change cette équation fractionnaire en équation de Volterra. Okay. Donc on cache le fait qu'on travaille sur le Volterra. Donc connaissent ce qu'on appelle la suite de Picard. On va définir une suite de Picard classique, quoi. Puis on définit à partir de cette suite la suite différence qu'on va traiter numériquement et qu'on va traiter analytiquement. Notre objectif, c'est de montrer que cette suite phi 1, la série, pardon, somme de phi 1 est convergente et elle nous donnera la convergence de UN, ce qui naîtra la solution, ce qui donnera la solution U. Donc je vais étudier cette suite de Picard, mais je vais l'étudier sur L1 avec les hypothèses uniquement H3. Donc le théorème, si K vérifie le noyau 1, vérifie H3, alors U existe et unique. Donc on se donne une subdivision de AB telle que le TJ plus 1 moins TJ, donc la distance entre deux TJ qui se suivent, multiplié par la constante de Lipschitz qu'on vient d'exiger, soit inférieur ou égal à rose, qui est strictement inférieur à 1. Nous allons commencer tout d'abord par traiter l'équation sur l'intervalle T0T1. Donc, facilement, avec un calcul très facile, on démontre que la norme de phi 1 plus 1 en L1 T0T1 est inférieure ou égale à ρ multiplié par la norme de phi 1. ρ est strictement inférieur à 1, donc c'est une série géométrique convergente, normalement convergente. Ce qui donne l'existence de U appartenant à L1 T0T1 telle que la somme qualifiée K qui est égale à 1 converge vers une solution U. Donc facilement on va montrer que cette solution, que U est une bonne solution de notre équation, mais seulement sur l'intervalle T0T1. Maintenant, pour passer aux autres intervalles, on va prendre une nouvelle subdivision, on va travailler sur T1, T2, puis l'intégrale de A à T, on va le casser en deux, on va faire l'intégrale T1T plus l'intégrale A T1. Et à l'intérieur du deuxième intégrale, on va mettre U1. U1, c'est qui? C'est la solution qu'on a obtenue dans le premier intervalle. On récupère une nouvelle forme de notre première équation, vu que K vérifie l'hypothèse H3, alors tout ce qui reste est dans L1. On traite et on obtient une nouvelle solution appelée U2. Il y a une erreur ici de frappe. Donc U de T sera U1 sur l'intervalle T0, T1 et sera U2 de T sur l'intervalle T1, T2. U2, la deuxième solution. Et vu que je travaille dans L1, je ne vais pas me casser la tête à l'écoller, vu que l'intégrale va gérer. Par contre, on avait un vrai problème lorsqu'on travaillait sur le contenu E5. Donc là, dans le théorème précédent, on vient de démontrer que les hypothèses H3 suffisent largement pour montrer que notre équation admet une unique solution. Maintenant, est-ce qu'il y a une façon numérique de traiter cette équation? Pour faire ça, nous allons faire du Kantorowicz. Nous allons définir une subdivision de l'intervalle AB. On va dire qu'elle est uniforme. Puis on rappelle ce qu'on appelle les fonctions taborées.
ou les fonctions Niscali, si vous voulez, qui sont égales à 1 dans l'intervalle et 0 ailleurs, utilisé ce matin par le professeur Pichard, c'est ça? Oui. Puis on définit la projection. Si on se donne une solution U, pi n appliqué à U, c'est la somme des J changeant de 1 à n, UJ, EJ de t. UJ de t sont les fonctions taborées. Et la valeur UJ, c'est la valeur moyenne de U sur l'intervalle TJ-1, TJ. Une projection, lorsqu'on change U par cette équation, et on fait cette projection, on obtient cette écriture. On obtient que U1 c'est égal à 1 sur H, T0, T1, A de TK, TS, U1, DS, DT, plus une constante. Donc U1 qu'on cherche vérifie une équation non linéaire. Puis le UI vérifie une équation non linéaire qui a pratiquement la forme de U1, mais qui va dépendre de ceux qui sont avant. Donc là, on va la résoudre en escalier. On obtient U1, on utilise U1 pour trouver U2, on utilise U1 et U2 pour trouver U3, ainsi de suite, jusqu'à finir tous les U. Et si vous remarquez très bien, il n'y a plus de T et de S, tout est intégré. C'est une équation non linéaire de la forme U1 est égal à phi de U1. C'est tout. Donc elle est écrite dans R. Ce que montre le théorème, c'est que pour H assez petit, j'ai le contrôle sur H, il est censé partir vers 0. La famille J changeant de 1 à n des UJ existe et unique. On le montre en utilisant que les hypothèses H3, et c'est ça le plus important dans le jeu. À cette étape, nous pouvons définir une fonction qu'on va appeler Un de t. On sait pas c'est quoi Un de t. Ce n'est pas la projection de pi1 de U. Au moins, je ne sais pas la démontrer pour l'instant. Un de t égale la somme de I changeant de 1 à n, les UI qu'on vient d'obtenir dans le théorème, multipliés par les fonctions taborées au escalier, si vous voulez. Et cette UN, on montre dans le théorème suivant qu'elle converge vers la solution U. Et tout ça sous les hypothèses H3 seulement. C'est ça le plus important. Je ne rajoute pas d'hypothèse, il n'y a rien du tout. Et vous allez nous attendre maintenant à faire du numérique. Vous attendez que je vais faire des tableaux, mais je n'aime pas faire ça pour cet exemple en particulier, puisque je vais revenir au système. Si vous remarquez bien, le système n'est pas, on ne peut pas l'écrire directement dans une machine. Il est écrit à travers des intégrales. La machine ne sait pas les traiter ces intégrales. Donc, soit je vais supposer que j'ai une primitive KTSA pour n'importe quel TS, je peux définir une primitive. Donc, et là, je vais exprimer exactement l'intégrale. Et là, je suis en train de cacher le soleil. C'est brûlant. C'est très puissant. C'est n'importe quoi. Soit j'ai le choix de faire autre chose. Faire une approximation numérique par Nystrom ou par trapèze ou par ce que vous voulez, quadrature numérique, pour traiter cette intégrale. Et là, je tombe dans un autre type de problème. Pour faire appel à ce genre de technique, il faudrait que le noyau de cas soit continu. Donc, ce que je vais raconter après sera en dehors des hypothèses H3. Et moi, je me suis promis de ne pas faire ça. Donc, je suis en train de penser à comment améliorer, comment contourner le problème. Le résultat est facilement publiable comme il est. On peut faire du numérique dessus en citant ce que je viens de dire, soit vous faites de l'approximation des intégrales sans citer comment. Soit vous dites, bon, je connais KTS,
au bout de la lettre, au point que je sais calculer cette intégrale parfaitement pour n'importe quel t, i et t. Et c'est ça l'enjeu. Donc c'est pour cela que je n'ai pas fait de numérique, parce que vous allez poser la question comment vous allez traiter ces intégrales. Donc la meilleure réponse pour dire ça, c'est je ne sais pas pour l'instant. Ce que je sais que ça converge. Comment je vais ramasser U, c'est pas pour l'instant évident, mais ça converge. Et je vais finir par une conclusion. Et les deux premiers dans ces deux conclusions, et à la fin c'est des perspectives peut-être. Donc ce qu'on a fait, c'est enrichir l'espace qui était à la base C0, donc des fonctions continues. On obtient maintenant une solution dans L1 qui est plus appropriée pour la modélisation du phénomène sismique en premier lieu, et n'importe quel autre phénomène si on veut. Et le deuxième avantage, c'est que c'est une solution définie partout. Avant, on avait, lorsqu'on faisait du Volterra, on approchait une solution U par ses valeurs sur les nœuds. Ils vont te dire, bon, tu peux prendre ces valeurs sur le nœud et les ramasser en faisant des craquements en chapeau. Bon, en tous les cas, ça donne que ça. Par contre, cette écriture, ça donne une solution définie partout. Genre, je suis en train d'approcher une solution U par UN qui est de la même espèce qu'elle, c'est-à-dire une fonction par une fonction. Avant, ce qu'on faisait en Volterra en C1 et C0, c'est qu'on approchait une fonction par un vecteur qui va donner en plus ou moins les valeurs UTJ. C'est ça la différence. Là, c'est ramassable et c'est traitable dans une norme L1. Et on espère que si on reprend tout le matos qui a été fait pour le séisme, on peut ressentir quelque chose. Et j'ai mis le slide de séisme. C'est bon. Et surtout, ne pas avoir besoin de toucher de petits delta. Parce que ce que je cache ici dans l'étude qui a été faite par Sarah Selman, c'est que le delta est complètement discontinu. Et les zéros partout, ils vont 1 en 0. Et travailler avec des fonctions, des noyaux non continus, est impossible pour une équation de Volterra de cette espèce. Surtout si on travaille sur C1. Donc on passe par une approximation delta, par une autre fonction dite delta n, où ce delta n, elle est continue. Donc on va résoudre un autre problème qui va approcher le problème qui approche la réalité. Donc on commence à devenir un petit peu loin de la vérité. Et c'est pour ça que même ce qui apparaît, c'est quelque chose que nous, on a dessiné dans notre tête. Qu'est-ce que tu me dis à l'ordinateur, je suis il ressemble à mais en fait, tu vas passer par le Volterra de l'autre côté comme ça. Puisqu'on a tellement modifié les choses qu'on est parti loin du vrai problème. Et donc, si on travaille avec ce delta et L1, il y a toute sa place. Il y a toute sa place, ce delta, à l'intérieur d'un espace L1. Oui. Donc, j'ai le slide. Et c'est pour ça que vaut mieux travailler sur L1. Donc, les perspectives, c'est améliorer l'approche numérique. J'ai pris le temps de parler de ça. C'est que, soit faire une approximation numérique des intégrales pour estimer ces valeurs, ça revient à dire que le noyau K est continu. On sort de l'hypothèse H3. Supposer qu'on sait calculer les primitives limite énormément le champ d'application de cette équation. Et la réalité, si on traite l'équation de base, on ne sait pas si on va faire, on pourra calculer les primitives ou pas. Et les perspectives, les autres perspectives, c'est qu'il y a beaucoup de perspectives. Tous les anciens exemples d'équations qu'on a étudiées peuvent être reprises dans le cadre de L1. Donc si on travaille avant sur C1, ça va devenir W11. Reprendre toute l'étude qui a été faite en L2 avec une meilleure perspective, une meilleure vision en utilisant cette nouvelle approche.
Et à la fin, merci pour votre attention.